sommes à Bruxelles le samedi 24 février et nous nous sommes rassemblés, nous sommes plus de centaines de personnes à nous être rassemblés pour dire stop à la guerre à l'est de la RDC, pour dire stop au génocide des Congolais pour des raisons économiques et pour dire non à l'accord de l'Union européenne avec le Rwanda pour nos ressources naturelles. Comment est-ce que c'est possible qu'il y a quelques jours, l'Union européenne signe un accord avec le Rwanda qui vole les ressources naturelles du Congo? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible alors que nous savons ce qui se passe? Nos léopards pendant la canne ont fait ce signe. Nous avons brisé le silence. Les images circulent. 7 millions de déplacés selon les Nations Unies. Et tout le monde sait que le coltan du Rwanda vient du Congo. Il n'y a pas de coltan au Rwanda. Alors pourquoi est-ce que l'Union européenne signe un accord pour acheter nos minerais qui sont volés? Les femmes sont violées. Les gens sont massacrés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast en compagnie de Brenda Odimba. Nous allons parler de la situation actuelle au Congo. Et Brenda, j'espère que tu vas bien. Je vais bien et toi? Ça va, merci. Donc on va commencer par la première question. Est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu? Je m'appelle Brenda Odimba. Je suis d'origine congolaise. Je suis née en Belgique en 89, donc j'ai 35 ans. Et j'ai un parcours assez éclectique. Donc je suis ingénieure de formation, ingénieure en chimie et sciences des matériaux. J'ai terminé donc mes études en 2012 et j'ai eu une carrière assez hétérogène. Donc j'ai pas mal travaillé dans l'industrie, d'abord dans l'industrie aéronautique, puis également dans la pétrochimie. Mais entre-temps, j'ai aussi eu des expériences dans l'enseignement en tant qu'assistante de chimie et encore plus intéressant dans la coopération au développement où j'ai travaillé au Burkina Faso, ce qui m'a vraiment permis en fait d'apprendre le panafricanisme roots, pouvoir découvrir le pays des hommes intègres, découvrir un pays où le panafricanisme a pu vraiment être mis en action grâce à Thomas Sankara, un de mes grands héros. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir activiste? Alors, j'ai toujours été une petite activiste depuis mon enfance. J'écrivais déjà des articles très engagés dans le magazine de l'école. Je dirais que je n'ai pas été activiste plus tôt parce que, à cause de mes origines très modestes, il faut savoir que je fais partie d'une famille nombreuse, 4 enfants avec une maman solo. Donc, à cause de ces origines modestes, j'ai été poussée à faire des études difficiles qui mènent à un job qui gagne de l'argent parce que je n'avais rien en fait. Donc l'activisme c'est bien joli mais ça ne fait pas gagner beaucoup d'argent, il faut dire les choses. Mon dernier travail c'était chez Greenpeace, une grosse ONG et même là j'avais un très bon salaire. En 2020, donc il y a eu la crise du Covid, un peu comme tout le monde, on s'est tous remis en question, on a beaucoup réfléchi par rapport au monde. Ensuite, en juin 2020, il y a eu l'assassinat de George Floyd aux États-Unis et ça a vraiment été des images qui ont traumatisé le monde entier, enfin en particulier la communauté noire, vu la violence des images où on a pu voir les policiers, un policier du coup appliquer son genou sur le cou de George Floyd jusqu'à ce que mort s'en suive. En fait, il y a vraiment eu un appel à la mobilisation internationale et à Bruxelles, moi, j'ai décidé de rejoindre l'organisation alors que j'avais jamais fait de militantisme. D'ailleurs, tout le monde se demandait un peu qui j'étais et j'ai juste dit, voilà, je suis une femme d'origine congolaise et cette histoire m'a vraiment touchée et j'aimerais aider à ce qu'on mobilise les gens. Et on a été beaucoup à travailler sur cette mobilisation et on a fini par réunir 15 000 personnes. Il n'y a jamais eu de mobilisation sur l'antiracisme, sur la violence policière, voilà, qui a permis de mobiliser autant de personnes. Donc c'était vraiment un succès. Malheureusement, à cette époque-là, je travaillais encore comme ingénieure et donc je continuais à faire de l'activisme plutôt en secret. J'essayais pas trop d'être vue pour ne pas que ça me coûte ma carrière professionnelle. Et d'ailleurs, j'ai eu des problèmes avec des proches. J'ai perdu des amis très proches parce qu'on m'a reproché la casse qu'il y a eu après
après la manif, le vandalisme et les vols à l'avenue Louise. Donc à partir de ce moment-là, déjà j'ai perdu beaucoup d'amis blancs qui trouvaient que cette mobilisation avait été un scandale, qu'on n'avait pas respecté les mesures Covid. Mais c'est une mobilisation qui se fait entendre aussi. Voilà, ça a vraiment été une mobilisation qui a été très importante, qui a été un tournant par rapport à la lutte contre les violences policières et le racisme. Et donc, moi, je pense que malheureusement, si je fais le bilan quelques années plus tard, on en parle beaucoup plus, mais il n'y a pas moins de racisme et il n'y a pas moins de violence policière. De faire une mobilisation, mais ne rien faire derrière, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que plus tard, on pourra parler de ma vision des choses par rapport justement à la situation de génocide à l'est de la RDC et cette guerre qui dure depuis près de 30 ans. Pour la prochaine question, est-ce que ton engagement est lié à ton histoire familiale? Est-ce que, tu l'as dit, du coup, tu as grandi avec cette conscience, mais est-ce que grâce à des proches, tu as pu plus te concentrer vers l'activisme? Est-ce qu'il y a eu des histoires qui t'ont donné envie de te pencher vers l'activisme autant que tu l'es aujourd'hui? Alors, bien sûr, je m'appelle Brenda Odimba. Mon nom complet, c'est même Brenda Akachi Mbwese Odimba Tanja Onakoy. Donc j'ai vraiment un nom très congolais, en fait très Tétéla. Les Tétéla, on est la tribu, le peuple qui s'est le plus vaillamment battu contre la Belgique au moment où ils sont venus coloniser le Congo. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui coule dans nos veines. Et moi, je ne suis pas chrétienne, je ne suis pas musulmane. Ma spiritualité, elle est ancestrale. J'ai toujours senti en moi cet appel de mes ancêtres à me battre. Mais en plus, mon grand-père, donc Gilbert Odimba, était un proche de Patrice Emery Lumumba, donc notre héros national qui a été assassiné par la Belgique, la France et les États-Unis. Mon grand-père, d'ailleurs, est mort quelques années plus tard, laissant du coup ma mère orpheline de père et quasi orpheline de mère parce qu'elle était restée au Congo alors que ma mère était en Belgique. Donc c'est comme ça que nous, on a grandi dans la précarité en Belgique parce que ma mère était seule avec nous. Mais moi, je n'ai jamais connu mon père, en fait, qui est blanc et je n'ai jamais évolué que dans ma famille congolaise. Et donc voilà, il y a ça, il y a le fait que je suis une femme tétéla et que j'ai toujours eu cet esprit de combat, de combattante, parce qu'on dit Ono Tétéla Kemafumbi, ça veut dire le Tétéla ne sera jamais esclave. C'est vraiment notre motto. C'est drôle parce que moi je suis Dogon et au Mali et c'est la même vision, les Maliens ont la même vision du peuple Dogon que le vôtre. Par exemple, le mot Dogon, ça voulait dire non musulman et également on disait qu'ils veulent pas être esclaves et ils se battront toujours contre l'esclavagisme. Du coup, on a un peu la même tribu dans deux endroits différents d'Afrique. C'est sûrement pour ça qu'on s'est si vite liés. Voilà, c'est ça. Donc, alors pour terminer par rapport à mon engagement, il y a aussi le fait qu'en fait mon nom, Odimba, ça veut dire messager. Et donc c'était un type de messager qui transmettait des messages avec un tambour, un tam-tam. Et c'est vrai que c'est vraiment ce genre d'activisme-là que je fais. En fait, je suis quelqu'un de bruyante, voilà, je fais du bruit pour le Congo. Et je suis fort dans la transmission, donc je fais des conférences, des formations, parce que j'ai vraiment cet appel à transmettre, mais aussi à faire du bruit pour mon pays, pour l'indépendance de mon pays et pour la paix et la souveraineté de mon pays. Est-ce que tu trouves qu'il est difficile de se faire entendre quand on parle du Congo et de ce combat en particulier ? Alors ça, c'est évident. Le message qu'on transmet souvent quand on parle du Congo, nous la diaspora congolaise, c'est qu'il y a vraiment un silence assourdissant des médias et de la communauté internationale par rapport au génocide qui a lieu depuis près de 30 ans à l'est du Congo. Il faut savoir que on sait, tout le monde sait, les médias savent et la communauté internationale sait, mais c'est un choix de ne pas en parler parce que malheureusement, on est tous entre guillemets coupables, on est tous entre guillemets complices de ce qui se passe à l'est du Congo. L'est du Congo,
C'est la plus grande réserve mondiale de cobalt. Donc il faut savoir que le cobalt, ça vient du Haut-Katanga. Et là, ce n'est pas une zone de guerre, mais c'est une zone où la population est très précarisée. Et ça se trouve où, du coup, le Haut-Katanga? Donc il y a le Nord Kivu, le Sud Kivu. C'est encore plus au sud, en fait. Donc c'est vers Goma? Non, Goma, Non, c'est au Kivu. Ok. Donc les villes importantes, c'est Kolwezi. Ok. Kolwezi, ça c'est vraiment la capitale des minerais. Donc cette zone-là, c'est vraiment une zone où on va extraire du cuivre et du cobalt, parce qu'en plus, en fait, ce sont deux métaux qui ont tendance à être alliés. Là, ce sont surtout les Chinois, en fait, qui possèdent, si je ne m'abuse, 14 des 17 mines. Et qui maintiennent la population dans la précarité, qui détruisent l'environnement et qui poussent les enfants même à travailler dans les mines. Ça, c'est un point. Un autre point, alors, là, c'est vraiment la partie le Kivu, le Nord Kivu, Sud Kivu, l'Ituri. Donc ça, c'est vraiment plus, c'est au-dessus, hein, c'est l'Est, mais un peu plus au nord. C'est vraiment là qu'un génocide a lieu. Et là, la raison principale pour l'accès au coltan. Ça, c'est vraiment le minerai stratégique qui maintient cette région et dans du coup, le coltan, ça sert à quoi pour, par exemple, les grandes organisations et les grandes entreprises utilisent pourquoi le coltan? Donc, le cobalt, c'est pour tout ce qui est batterie. Donc, par exemple, dans une batterie d'une Tesla, si je ne m'abuse, ça a environ 10 kg de cobalt. Ah ouais, quand même. Voilà. Et le coltan, en fait, c'est plutôt dans tout ce qui est smartphone. C'est pour ça qu'on parle souvent de téléphones, de smartphones remplis du sang des Congolais. Mais c'est aussi utilisé dans pas mal d'électronique, dans l'aéronautique, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de technologies qui dépendent du coltan et du cobalt. Il faut savoir aussi que dans cette région où a lieu un génocide, il y a également beaucoup d'or. Donc c'est vraiment les deux métaux minerais qui sont la cause des pillages, des massacres et des viols comme armes de guerre. On parle souvent du coup du Rwanda, parce que le Rwanda justement c'est le pays qui attaque la région autour de Goma. Et puis c'est le pays qui est le plus grand exportateur de coltan. Ils ont même doublé leurs exportations de coltan entre 2023 et 2024. À cause de l'Union européenne, on reviendra à ça plus tard. Ils ont signé des contrats. Voilà, parce qu'il y a eu un accord entre l'UE et le Rwanda pour les minerais stratégiques, alors que le Rwanda n'a pas de minerais. Donc l'Union européenne a signé un accord pour encourager le Rwanda à aller voler, piller, massacrer au Congo. Donc c'est arrivé le 17 février 2024. Et ce qu'on voit en ce moment, cette escalade de la violence et le fait que Goma a été prise par le M23 et l'armée rwandaise, c'est une conséquence directe de cet accord entre l'UE et le Rwanda. Pour moi, c'est évident. Une dernière chose dont je voulais parler, parce qu'on parle beaucoup du Rwanda, en fait, il faut savoir que Paul Kagame n'est pas le seul... Donc Kagame, c'est qui dans le... Paul Kagame, c'est celui qui est à la tête du régime rwandais. Okay. Et il est connu pour être un grand meurtrier. Il tue des opposants aussi. Hein. Donc, il n'y a pas que les Congolais qui souffrent à cause de lui. Les Rwandais souffrent aussi. Donc, c'est pour ça que nous, on essaye d'avoir un discours où on décrit le régime de Paul Kagame et pas les Rwandais. Vous dénoncez pas voilà. La population rwandaise, voilà. Vous dénoncez la politique rwandaise. Voilà, parce que beaucoup de Rwandais souffrent à cause de lui aussi. L'autre régime meurtrier dont il faut parler et dont on ne parle pas assez, c'est celui de Museveni, qui lui, du coup, est à la tête de l'Ouganda et qui, lui, en fait, occupe les territoires de l'Ituri, donc plus au nord, mais toujours à l'est. Et en fait, c'est vraiment un duo de choc, hein, un duo meurtrier, soutenu par l'Occident et par tous les États, hein, vu que ces proxys, hein, ces pantins des communautés internationales permettent d'avoir un accès facile aux ressources minières du Congo à des prix qui sont bien loin des prix que le Congo imposerait si
si le Congo pouvait vendre ses minerais en respectant les conditions Du coup, ça serait humaines. beaucoup plus élevé et ça embête toutes les grosses entreprises et les multinationales occidentales, en fait. Exactement. Et moi, c'est toujours le message que je donne, c'est que si on maintient la guerre et le génocide à l'est du Congo depuis près de 30 ans, et si on maintient ce silence assourdissant des médias et de la communauté internationale, c'est parce que tout le monde profite de la situation. Pourquoi ? Parce que si on devait payer à un prix juste tous les minerais, les diamants, l'or, etc. du Congo, les prix exploseraient. Okay. Là, on est dans une société consumériste et tous les ans, on peut s'acheter un nouveau téléphone. Mais si on payait à un prix juste le coltan, ça serait bien plus si cher. on payait à un prix juste le cobalt, tout serait bien plus cher. Et en plus, ce serait une bonne chose pour la planète parce que ça n'encouragerait pas au consumérisme actuel. Ça réduirait la consommation du coup de ces minerais. Du coup, Ouais. Alors, ça fait des années qu'on parle du Congo, mais en ce moment, on en parle énormément. Peux-tu nous expliquer la situation au Congo et qu'est-ce qui se passe actuellement exactement ? Alors, moi, je vais te corriger. On n'a jamais parlé du Congo, vraiment. Ok. Et là, on en parle un peu plus, mais c'est toujours pas assez. Par exemple, là, récemment dans l'actualité, on voit beaucoup parler de la libération de Jean-Jacques Wendo. Donc, c'est une personne qui a été associée à un coup d'État qui a eu lieu l'année passée, faussement associée à un coup d'État, qui avait été condamné à mort et qui a été libéré là récemment. Et l'actu a été remplie par sa libération. La Belgique avait une mauvaise relation avec Kinshasa. L'ambassadeur avait quitté Kinshasa à cause de cette histoire-là. C'est que justement, la Belgique couvre l'actualité de l'Est de la RDC avec cette histoire-là. Donc vraiment, on n'en parle toujours pas assez. C'est vraiment assez frustrant en fait, parce qu'à ce stade-ci, bon, il faut savoir que Goma a déjà été prise en 2012. Là, on a vraiment l'impression que c'est une situation qui est bien pire. Pourquoi ? Parce qu'on a des gouvernements qui sont fascistes, qui sont de droite, d'extrême droite, un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, on a Trump. Et ici, par exemple, notre gouvernement belge vient de se former et c'est aussi un gouvernement de droite et d'extrême droite. À l'époque, en 2012, si je ne m'abuse, c'était Barack Obama qui était au pouvoir et il avait directement rappelé à l'ordre Paul Kagame et cette histoire avait pris fin grâce à l'intervention du président américain. Vu la situation actuelle, avec un Macron au pouvoir, avec des leaders d'extrême droite au pouvoir partout en Europe et aux États-Unis, on s'attend à ce que la question du Congo ne soit pas adressée concrètement. Il y a tellement de problèmes autour de la question du travail, de crise financière, que toute l'attention est portée sur ces problématiques-là. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on ne va pas adresser la question de la RDC assez fortement pour qu'on stoppe les carnages et la situation dramatique en cours. Nous, la société civile, on a vraiment décidé de mettre la pression constamment sur la Belgique, sur les institutions européennes, vu qu'on est ici à Bruxelles, pour que justement ce silence par rapport à la situation du Congo cesse. Mais on est totalement conscient que ça va être un défi énorme. Ok, et du coup, factuellement, c'est Goma qui a été pris par le M23 dans ce dernier mois ou ces dernières semaines, c'est ça ? Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que Goma n'est absolument pas la seule ville occupée par le M23 et le Rwanda. En fait, malheureusement, ça fait 2 ans maintenant que les milices soutenues par l'Ouganda et le Rwanda. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que le M23, il y a plus de 200 milices armées qui massacrent, pillent et violent à l'est du Congo. Ces milices, les plus grandes, donc c'est l'AFC et le M23, se sont déjà emparés de nombreuses localités comme Bunagana, comme Rutshuru, et j'en passe, et j'en passe. À ce stade-ci, c'est une liste de plus de 20 localités qui sont occupées par des forces liées à l'Ouganda ou au Rwanda. Donc,
En fait, on pourrait comparer la situation à Israël et la Palestine. Même si le cœur du conflit, la racine, la source du conflit n'est pas la même, on est vraiment aussi dans un conflit où les territoires sont occupés et les populations sont massacrées. L'indifférence, le silence perdure parce que, comme je l'ai dit précédemment, tout le monde profite des minerais qui sont extraits dans ces conditions horrifiques. Il n'y a personne, à part les Congolais, qui ont intérêt à ce que ça stoppe. Quel est le rôle du gouvernement congolais dans cette crise et est-ce que tu penses qu'il est complice, impuissant ou dépassé? Alors moi je dirais qu'il y a un mélange de tout. Alors parce que l'inaction c'est de la complicité. Ouais. Et pour moi le gouvernement congolais s'est rendu coupable d'inaction. Après, si on connaît l'histoire, le président Tshisekedi est dépassé aussi par la situation parce qu'à l'époque où Laurent Désiré Kabila est monté de l'est du Congo vers Kinshasa pour prendre Kinshasa et pour destituer Mobutu, il était soutenu par l'Ouganda et le Rwanda. Pourquoi? Parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient du coup signé un accord avec Kabila pour que, une fois que Kabila était arrivé au pouvoir au Congo, l'Ouganda et le Rwanda puissent avoir accès aux ressources à l'Est. En fait, au bout de quelques années, Kabila a fini par vouloir arrêter cet accord et récupérer la souveraineté. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il a été assassiné. Okay. À partir du moment où il a commencé à parler de cette problématique-là avec l'Ouganda et le Rwanda et qu'il a commencé à clamer que le Congo devait rester uni et indivisible, il a fini par être assassiné dans son bureau par un de ses gardes du corps. Donc voilà, c'est une histoire très étrange. Et au terme de cet assassinat, c'est son fils, alors que beaucoup questionnent le fait que c'est son fils. C'est son fils qui a pris le pouvoir. Donc on parle de Kabila père et Kabila fils, alors qu'on n'est même pas sûr de leur lien de parenté. Et ce qui est très inquiétant aussi, c'est que la République démocratique du Congo n'est pas une royauté. Le fait que le fils de Kabila, pseudo-fils, parce qu'on ne sait toujours pas, prenne le pouvoir après l'assassinat de son père, ça a vraiment été une période très sombre et très énigmatique de l'histoire. Et c'est vrai que derrière, quand Kabila fils a pris le pouvoir, ces génocides, ces massacres, ces pillages ont continué. Il y a eu des élections, après à nouveau un très long mandat de Kabila fils, et Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir alors que les observateurs internationaux et beaucoup de Congolais n'ont pas légitimé son accession au pouvoir parce qu'il n'aurait pas eu les voix. Donc à nouveau, ce qui est très particulier avec l'histoire du Congo, c'est qu'il y a toujours des histoires assez incroyables et c'est comme si les Congolais étaient amnésiques et que une vérité qui était une vérité claire il y a 5 ou 6 ans, les gens ont déjà oublié. Félix Tshisekedi, il n'y a personne qui disait qu'il avait été élu légitimement. Et au terme de son premier mandat, il a été élu à plus de 90%. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au terme de son premier mandat, quand il a été réélu, le président de la CENI, donc de la Commission électorale nationale, a quitté la CENI pour rejoindre l'AFC, donc des forces rebelles, et en devenir le porte-parole. Donc il a tourné, en fait, il a changé totalement de camp, quoi. Voilà, et c'est ça qui est complètement dingue avec l'histoire de la RDC. C'est un peu comme Mobutu, hein. Mobutu, il a trahi Patrice Emery Lumumba. Quand il y a de l'argent quelque part, il n'y a pas de valeur et de principe derrière. Mobutu a été un dictateur sanguinaire qui faisait assassiner tous ses opposants. Par exemple, il a fait assassiner beaucoup de Tétéla parce que justement, Lumumba, Okito Mpolo étaient des Tétéla. Et donc, du coup, pendant tout le temps où il était au pouvoir, il s'accaparait les richesses. C'était combien de temps ? Une trentaine d'années, si je ne m'abuse. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui retient bien les dates. Il est arrivé au pouvoir en 1964,
2003, je pense. Donc, voilà, une trentaine d'années au pouvoir. Ok. Et donc, ce qui a été assez spécial, et ce qui est toujours assez spécial en fait avec les dirigeants du Congo, c'est qu'ils commencent par être des traîtres à leur nation. Le Mobutu, en se rendant coupable d'être complice de l'assassinat de Lumumba, a été un traître à la nation congolaise. Et après s'être accaparé les richesses, et après avoir fini par comprendre que le Congo devait être souverain et indépendant pour les Congolais, mais avant tout pour lui aussi, parce que ça lui fait plus d'argent s'il a accès à ses ressources, il a fini par devenir un patriote qui voulait défendre le Congo, défendre l'union nationale, défendre un retour à quelque chose de plus authentique. Voilà, il a changé le nom du pays, c'est devenu le Zaïre. Et donc il a travaillé pour la zaïrisation, pour que les gens justement reprennent leur nom congolais, parce que avec la colonisation, tout le monde avait dû prendre un prénom chrétien. Donc voilà, il s'est vraiment battu pour beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'il a fini par être assassiné et remplacé par quelqu'un. En fait, dès qu'un leader congolais commence à devenir un peu patriote, il est assassiné. C'est fini pour lui. Voilà. Et je pense que du coup, pour revenir sur le cas de Félix Antoine Tshisekedi, c'est un peu la même chose. Il aimerait que la guerre s'arrête à l'Est. Il est très problématique en termes de sa gestion des salaires, parce qu'il faut savoir qu'un militaire touche entre $100, enfin parfois que des $100, alors qu'ils vont risquer leur vie et qu'ils meurent à l'Est. Mais les députés ont des $21 000. Donc ça, c'est vraiment... 21 000 ? Oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement décrié. La précarité dans laquelle les soldats des FARDC avec laquelle ils doivent vivre. Parfois, ils ne reçoivent même pas leur salaire. Parfois, ils ne reçoivent même pas leur portion alimentaire. Il y avait une vidéo qui a circulé, j'espère que c'est une fake news, mais elle a beaucoup circulé, où un soldat des FARDC tuait un de ses compatriotes des FARDC pour pouvoir avoir accès à sa portion alimentaire. Donc, c'est à quel point la situation est critique. Donc, voilà, moi je ne peux pas défendre Félix Antoine Tshisekedi à l'heure actuelle, mais on est en état de guerre. Et c'est vraiment pas le moment qu'on n'ait plus de gouvernement, parce que c'est ce que veulent les rebelles, c'est ce que veut Paul Kagame. Si on n'a plus de président, là c'est fini, on n'a plus de Congo. C'est pas le moment de destituer nos présidents, parce que qui prendrait le relais? Qu'est-ce qui se passerait en fait? Tu parles de génocauste pour qualifier la situation. Peux-tu nous expliquer ce mot et qu'est-ce qui signifie pour toi exactement? Alors moi je parle souvent de génocauste en effet, parce que c'est une campagne lancée par CAIP, Congolese Action Youth Platform. Donc c'est un collectif de Congolais de la diaspora anglaise. Donc c'est un collectif basé en Angleterre. Et il y a 11 ans déjà, ils ont lancé cette campagne pour faire reconnaître le génocide des Congolais. Alors déjà, eux, ils parlent pas d'un génocide qui dure depuis près de 30 ans. Eux, ils parlent d'un génocide qui a commencé avec la colonisation du Congo, donc dès 1885. Ça, c'est un premier aspect. Et pourquoi est-ce qu'on parle de génocauste? En fait, le mot « coste » est associé au fait que la raison pour laquelle les Congolais subissent un génocide, ce n'est pas comme la Palestine où voilà, on a l'Angleterre et d'autres pays occidentaux ont décidé d'allouer la Palestine à Israël. Non, là, le génocide a lieu pour des raisons économiques, cost, pour le pillage des ressources naturelles du Congo. Et c'est de là que CAIP a donc décidé de créer ce mot pour pouvoir utiliser un mot sans être constamment rappelé à l'ordre, vu que le mot génocide en fait est très limité. Il y a des lois, il y a des règles, on peut pas parler de génocide comme on veut. Les seuls génocides qui sont reconnus, c'est celui des Juifs, l'Holocauste, et celui des Rwandais. Et donc en fait ce qui se passe maintenant, c'est que c'est Israël qui génocide, alors que c'est les seuls qui sont reconnus comme génocidés, alors que maintenant c'est des génocidaires.
Et c'est pareil en fait, Avec Rwanda, le Rwanda et Congo. le Congo. Donc c'est les Rwandais qui ont été génocidés. Et ils ont été génocidés par qui? Par leur propre peuple? Ouais, eux c'est un génocide interne, oui, c'est ça. mais qui a été causé par, fomenté par la Belgique. Ouais, hein. c'est ça, par En la fait, Belgique. c'était une stratégie pour justement qu'il y ait un déplacement de population et que des armes rentrent au Congo et que la prédation des ressources avec des milices armées puisse commencer. C'est avec l'aide de la France qu'ils ont fait ça. Donc en fait, l'opération turquoise, c'est la création d'un couloir humanitaire entre le Rwanda et le Congo. Et c'est comme ça que les tueurs, hein, parce que Donc c'est les par ce génocidaires, couloir humanitaire voilà, que les génocidaires génocidaires rwandais ont pu entrer au Congo avec leurs armes. Et ça, c'est le début du coup de ces milices armées, comme je vous dis, qui sont plus de 200. C'est grâce à l'opération turquoise des Français et le génocide fomenté par les Belges que la situation actuelle existe. Et donc, Génocost, c'est parler de cette période précoloniale où les Belges et Léopold II coupaient des mains et tuaient les Congolais. C'était de l'esclavage, hein, c'était pas du travail. Et donc il y a énormément de Congolais qui sont morts pendant cette période-là. Hein, donc là, on n'a pas trop les chiffres. Et puis pour parler aussi évidemment de la période à partir de ce génocide des Rwandais, génocide fomenté par les Belges, qui avait pour stratégie d'aller déstabiliser la région de l'Est et lancer une prédation très bien organisée des ressources minières et de vraiment rendre la région instable à un point où on n'arrive pas à s'en sortir, quoi. Parce que c'est pas comme si c'était l'armée rwandaise qui attaquait et l'armée ougandaise. Non, il y a plus de 200 milices et elles se cachent dans des forêts, etc. En fait, le combat contre ces milices, ce sera un combat dur et long, mais à un moment, en fait, il faudra que l'armée congolaise, et donc ça, c'est la responsabilité du gouvernement congolais, il faudra qu'on ait une armée assez nombreuse, assez puissante pour aller dénicher toutes ces milices et qu'on gagne cette guerre. Ok, merci pour cette réponse. Alors pour ma prochaine question, on va parler un peu des acteurs. Tu dénonces certains acteurs qui soient politiques, économiques ou associatifs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors, peut-être commencer par te parler du business de la charité. Donc, je ne sais pas si tu connais le concept. Non. Il y a beaucoup de gens qui se font de l'argent sur le malheur des autres. Typiquement, ce sont les ONG. Donc moi, je me suis rendue à Goma. J'étais complètement hallucinée de voir des ONG comme MSF, comme UNICEF, comme Oxfam, un peu partout. Et puis bien sûr, il y avait la MONUSCO aussi. Tu dénonces certains acteurs qui soient économiques, politiques ou associatifs. Peux-tu nous expliquer pourquoi ? Alors, pour ce qui est des acteurs économiques, je pense que j'en ai déjà parlé. C'est toutes ces entreprises qui profitent des minerais à bas prix grâce au pillage, au massacre et au viol comme arme de guerre. Donc, un exemple classique, c'est Tesla, dont j'ai déjà parlé. La Tesla contient 10 kilos de cobalt. Alors ensuite, on peut parler de Apple, qui fait des tout nouveaux iPhones chaque année et qui encourage avec une campagne de marketing incroyable les gens à changer de téléphone chaque année. Donc voilà, ça c'est deux entreprises qu'on aime bien décrier quand on parle de coltan, de cobalt, et qui sont souvent appelés à être boycottés. Bien sûr, il y a aussi Microsoft, Samsung, et toutes les entreprises en fait qui sont dans l'électronique. Dans la technologie, ouais. Exactement. Mais en fait, si on va plus loin, malheureusement, c'est toutes les entreprises qu'il faudrait toutes les entreprises en fait qui sont dans l'industriel, dans la tech, qu'il faudrait boycotter. Mais par souci de stratégie, on choisit de parler des plus importants. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on veut boycotter l'iPhone ? C'est parce que c'est le produit phare d'Apple et qu'un Américain sur deux a un iPhone. Donc quand on a lancé une campagne de boycott contre iPhone l'année passée, par exemple, le but c'était vraiment d'impacter les résultats financiers de cette année-là d'Apple. Afin qu'ils se réveillent en fait. Voilà, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on peut
toucher les acteurs économiques et avoir un impact, c'est en touchant à leur poche, en leur faisant perdre de l'argent. Et c'est ce qu'on a vu du coup avec les boycotts pour la Palestine, avec McDonald's et Starbucks. McDonald's, ils ont enregistré leur première chute de leurs résultats grâce aux campagnes de boycott. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on aimerait aussi, également arriver à faire, à faire chuter les résultats financiers de grandes entreprises de la tech pour les pousser à ne plus travailler avec les pays comme le Rwanda pour l'achat de coltan, alors que voilà, le coltan n'existe pas au Rwanda ou quasi pas, et qu'il est volé au Congo. Pour ce qui est des acteurs politiques, alors il y a beaucoup d'acteurs politiques qui vont parler du Congo quand ça fait le buzz. Et ça, c'est une problématique qui est assez générale, hein. C'est pas que le Congo, mais c'est clair que dans le cas du Congo, c'est extrêmement problématique parce qu'à chaque fois, ça donne de l'espoir en fait. On se dit ça y est, on en parle, il va y avoir de l'action. Mais non, en fait, c'est juste de l'opportunisme. Et par exemple, c'est ce qui s'est passé l'année passée avec la CAN. On a beaucoup parlé du Congo et là, tous les politiciens ont parlé du Congo, mais derrière, il y a personne qui a fait quoi que ce soit à part Lydia Moutier-Bélé qui est devenue députée fédérale entre-temps et qui est voilà, une femme congolaise et qui s'est toujours battue pour le Congo. Mais le reste, c'était des opportunistes. Et par exemple, il y a un parti ici en Belgique qui, donc le parti écolo, dans lequel un collectif qui s'appelle Mémoire coloniale est monté. Et ce collectif, en fait, ce qui est très problématique, c'est qu'il a été fondé par quelqu'un qui n'est même pas congolais et qui s'est approprié la question coloniale. Et qui, du coup, s'est aussi approprié la personne de Lumumba. Et ça, c'est extrêmement problématique. Pourquoi ? Parce que le Congolais doit pouvoir parler de sa propre histoire et apprendre sa propre histoire sans que ce soit un business. Là, c'est pas le business de la charité, c'est le business de notre histoire. Donc, on doit les payer. Et comme je disais, à l'époque, ce n'étaient même pas des Congolais. Maintenant, ils ont recruté des Congolais parce qu'on leur a beaucoup reproché, en fait, de faire du business de l'histoire coloniale du Congo, alors que ce ne sont même pas des Congolais. Voilà, pour en fait. Voilà, des agendas politiques et des agendas financiers. Donc ça, voilà, c'est au niveau des politiques. Et puis, au niveau des associations, des ONG, c'est le business de la charité. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect détournement de fonds. Hein, y a beaucoup, malheureusement, de personnes, d'associations qui font des appels aux dons. Mais en fait, c'est juste du détournement d'argent. Et ce qui est très triste, c'est que du coup, les gens n'ont plus confiance en fait. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas faire de dons parce qu'ils disent ah, mais si je fais un don, ben, l'argent il va quand même pas arriver, donc moi je préfère pas en faire. Ça, c'est un problème avec les associations. Et le deuxième problème avec les associations, les ONG, et en particulier les grosses ONG comme UNICEF, comme par exemple MSF aussi malheureusement, même si bon, MSF ils font quand même un travail important vu que c'est des médecins, mais voilà, Oxfam, y a beaucoup de grosses ONG là-bas, même en fait la coopération au développement, hein, il y a énormément de gens qui sont présents sur place, qui font de l'humanitaire, mais on voit bien que la situation ne s'est jamais améliorée. Donc en fait, à quoi ils servent en fait. Et ces gens-là, il faut savoir qu'ils sont payés grassement. Moi, les salaires que j'ai entendus, c'est des 3 000 $, c'est des 5 000 $, c'est des 10 000 $. Oui. Ils vivent dans des villas de luxe. Et donc, en fait, il y a deux... Enfin, moi, j'ai été à Goma, il y a deux Goma. Il y a le Goma des Congolais, des vrais Congolais, des pauvres. Et puis, il y a le Goma de luxe, où les gens de la MONUSCO qui sont payés grassement, les gens des ONG qui sont payés grassement, vivent. C'est quoi la MONUSCO ? La MONUSCO, en fait, c'est du coup une mission qui a été chargée par l'ONU de maintenir la paix dans la région. Ok, bah il ne sert pas à grand-chose. Hein. Et donc, en 2024, parce qu'en plus, c'est le Congo qui paye. Hein. Le Congo paye pour la MONUSCO, alors qu'ils n'ont jamais rien fait. Et on dit même qu'en fait, ils sont dans le coup. Ils sont complices. Que même il y en a qui sont en train de partir ou fuir le pays avec ce qui se passe. Oui, bien sûr. Donc, quand ça va, bah, je suis là, je suis bien payée, mais quand ça va pas, bah, je pars. Mais en fait, de toute façon, il avait été décidé que la MONUSCO devait partir d'ici la fin 2024. Mais très bizarrement, regardez, la MONUSCO part, le Rwanda attaque. Parce que c'est vrai que
pour le Rwanda, c'est intéressant d'attaquer maintenant parce que le départ de la MONUSCO ne se fait pas bien. Moi, j'ai entendu qu'ils laissaient même leurs armes, etc. Et donc, les milices, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent les bases, elles prennent les armes. Et en fait, ça renforce en fait, les milices et l'attaque rwandaise. Donc voilà, il y a un concours de circonstances. Pour moi, c'est justement cet accord UE-Rwanda sur les ressources minières stratégiques. Et puis, le départ de la MONUSCO qui se fait aux dépens des Congolais et à l'avantage en fait des milices et du Rwanda, qui font qu'aujourd'hui, fin janvier, début février, on se trouve dans une situation complètement catastrophique. Goma a été prise et là récemment, on voyait des images des rebelles du M23 qui allaient toquer aux portes, qui venaient chercher les gens pour que les gens aillent au stade et qui viennent jurer fidélité ou saluer le M23 et les accepter comme les nouveaux dirigeants de la ville de Goma. Est-ce que le Rwanda a déjà attaqué frontalement le Congo ou c'est seulement par les milices et les groupes armés? Alors, ça fait plusieurs fois que on constate et on dénonce que l'armée rwandaise soutient des milices et en particulier le M23. Le régime de Paul Kagame a été confronté à l'ONU par rapport à cette attaque, par rapport au fait que c'était même plus un soutien financier, que vraiment l'armée rwandaise était aux côtés du M23 pour prendre Goma et la détruire. Et là, récemment, Paul Kagame a été interviewé et du coup, on lui a demandé est-ce que votre armée, l'armée rwandaise, est au Congo? Et il a répondu je ne sais pas. Donc Paul Kagame, ça a toujours été un grand menteur. Comment je ne sais pas, c'est ta propre armée? Tu viens dire je sais pas aux gens. Voilà, mais en fait, pour moi, ça va devenir un nouveau mème, quoi, parce que c'est tellement ridicule. La Belgique, on le sait tous qu'elle a une lourde histoire avec le Congo. Est-ce qu'on peut espérer une réparation de la part des Belges ou du gouvernement belge? Alors moi, ça me fait toujours un peu tiguer cette question. Donc justement, il y a des collectifs comme Mémoire coloniale. Et voilà, dès le moment où la Belgique n'a fait que admettre une responsabilité morale dans l'assassinat de Patrice Emery Lumumba et ne s'est jamais vraiment bien excusée, n'a fait que s'excuser très vaguement par rapport à la colonisation. Je vois mal comment de telles réparations pourraient avoir lieu, surtout que l'année passée, au terme d'une longue commission parlementaire, un rapport devait être publié concernant le passé colonial. Et le MR, le mouvement réformateur, qui fait office de parti d'extrême droite parce qu'il couvre le spectre de la droite modérée, et encore ils ne sont jamais très modérés, à l'extrême droite. Et donc c'est ce parti-là, ainsi que donc, le seul parti francophone à s'être opposé à la publication du rapport sur le passé colonial, c'est ce parti d'extrême droite, disons les choses, le MR, et un autre parti d'extrême droite, l'ANVA. Okay. Et donc avec cette opposition à la publication du rapport, et des excuses morales, nous n'avons pas de fondement pour pouvoir demander des réparations. Et en fait, cette histoire de réparation, c'est un combat que certains mènent un peu partout dans le monde, mais moi, à ce stade-ci, j'y crois plus trop. Et moi, je pense qu'au lieu de toujours être dans le passé, etc., je pense que vraiment, les Africains et l'Afrique doivent se battre pour la souveraineté. Nous avons les richesses et donc le plus important à ce stade-ci, c'est de chasser les Occidentaux et les entreprises occidentales et pouvoir donc exploiter nous-mêmes nos propres ressources. Et c'est par exemple ce que fait le Mali ou le Burkina Faso. Et d'ailleurs, le Burkina Faso avait demandé de l'aide au Mali pour justement travailler à mettre en place une grande mine d'or avec une transformation, etc. Et voilà, ça c'est le pays de Thomas Sankara. Traoré, on l'appelle la réincarnation de Thomas Sankara. C'est ça qu'on doit faire en fait, plutôt que toujours être coincé dans le passé et espérer quémander. Non, chassons
ces gens, chassons leurs entreprises, chassons les Occidentaux, récupérons nos ressources, récupérons notre souveraineté et faisons notre propre argent. Toujours être en train de quémander des réparations, de l'aide humanitaire, de l'aide au développement, ça nous laisse dans toujours cette position de soumission, voilà, de soumission. Parce que la main qui donne reste toujours en dessous de la main qui reçoit. Et du coup, ces réparations, ce serait ça. C'est les Occidentaux qui donneraient. Et c'est pas ça que, par exemple, est-ce que Ibrahim Traoré demande des réparations à la France? Non. Donc, moi, je suis une panafricaniste à la Ibrahim Traoré. Moi, je ne pense pas, surtout que voilà, on est en guerre, que c'est pas le moment de parler des réparations. À un moment, il faut prendre vraiment à bras le corps cette histoire de guerre, de génocide, et récupérer les territoires occupés et faire la guerre aux milices et au Rwanda, aux milices, à l'armée rwandaise qui occupe le territoire. On parle souvent de panafricanisme, mais toi tu fais la différence entre le bon et le mauvais panafricanisme. Donc quelle est cette différence? Peux-tu nous en dire plus sur cette notion? Alors, pourquoi moi je parle de bon panafricanisme et de mauvais panafricanisme? C'est parce qu'à nouveau, il y a des gens qui font du panafricanisme pour se donner une belle image. Par exemple, il faut savoir que Paul Kagame, pendant très longtemps, s'est vanté d'être un panafricaniste. Et Paul Kagame était donc vu comme le meilleur leader africain par l'Occident, par les États-Unis, parce que justement, voilà, il faisait se développer son pays, qu'il gagnait plein d'argent. Et donc voilà, c'est ça qui a été très problématique. Il faut savoir que Paul Kagame est à l'origine de beaucoup de mouvements panafricanistes. Paul Kagame, il envoie des étudiants en 4 coins du monde avec des bourses. Et ces étudiants sont des espions du régime de Paul Kagame. Il y a ici à Bruxelles des centaines, voire des milliers d'espions du régime de Paul Kagame. Paul Kagame organise des assassinats. Il assassine la famille des opposants. Parce que, en fait, Paul Kagame fait régner la terreur. Quand une personne s'oppose au régime de Paul Kagame, et les premiers à en souffrir, c'est les Rwandais, il ne va pas assassiner l'opposant. Il va assassiner son fils, sa nièce, sa petite fille. Et c'est ce genre d'acte qui, du coup, maintient les populations rwandaises qui s'opposent au régime meurtrier de Kagame dans la peur. Et les Congolais, en fait, nous aussi, on a peur de lui. Parce qu'il est sanguinaire et on sait qu'on est entouré d'espions. On est entouré d'espions. Et donc, par exemple, moi, j'ai commencé à vraiment me méfier aussi du coup de ces mouvements panafricanistes parce que le seul mouvement panafricaniste qui s'est formé à l'ULB, il a été formé par un Rwandais. Et au début, je me suis toujours demandé, mais d'où sort son argent ? Et du coup, moi, j'ai vite fait de quitter ce mouvement. Maintenant, en fait, je me méfie vraiment fort de certains mouvements panafricanistes. Par contre, moi, un mouvement panafricaniste que je soutiens, c'est celui de Kémy Séba. Parce que pour moi, ça, c'est du bon panafricanisme. C'est du vrai. Il n'est pas là à faire des conférences pour faire des conférences. À écrire juste des livres, à palabrer, parce qu'il y a cette élite panafricaniste intellectuelle qui se donne juste bon chic, bon genre, alors qu'au final, ce sont des gens qui ont pour ambition de rentrer dans le gouvernement, comme Calvin Soares. C'est le fondateur du collectif Mémoire coloniale qui est rentré en politique au Parti écolo, qui a emmené tout son collectif avec. Mais est-ce que, en tant que panafricaniste, notre but est censé d'être dans le gouvernement? Non, le panafricanisme, c'est vouloir lutter pour l'union de l'Afrique. Peut-être leur vision est d'infiltrer le gouvernement belge pour pouvoir libérer l'Afrique. Soit ils sont très naïfs, soit ce sont des mauvais panafricanistes qui sont là uniquement pour leur intérêt personnel et pas pour l'Afrique. Voilà, les leaders panafricanistes que je préfère, j'aime bien citer Ibrahim Traoré du Burkina Faso et puis Kémy Séba, parce que c'est vraiment des gens qui se battent pour l'Afrique. Kémy Séba, par exemple, il vient de France et puis il a fait un Back to Africa. Pour moi, un vrai panafricaniste fait un Back to Africa. Un vrai panafricaniste ne reste pas en Europe. Toi, tu veux faire un Back to Africa ? Moi, je vais faire un Back to Africa, c'est sûr. Je n'irai peut-être pas au Congo dans un premier temps, parce que je pense que la situation est compliquée et que peut-être que
je peux apporter plus en étant dans un autre pays. Je vais pas mentir, moi parfois je crains pour ma sécurité vu que je suis quelqu'un qui dénonce le régime meurtrier de Paul Kagame mais qui a souvent aussi décrié l'inaction du gouvernement congolais. Je me suis un peu fait des ennemis partout, mais voilà, c'est ça la femme tétée là, c'est faire du bruit par rapport aux choses qui doivent évoluer. Et donc c'est pour ça que je suis pas hyper à l'aise d'aller au Congo, mais par exemple ça me ferait hyper plaisir de pouvoir retourner au Burkina Faso où j'ai une famille de cœur. Et en plus, où le gouvernement de Traoré, je pense que le pays va vraiment dans la bonne direction et je serais ravie de pouvoir contribuer à ça. Que peut faire la diaspora pour aider dans cette guerre? C'est pas que les gens en Europe. Moi, j'ai vraiment envie que, justement, par panafricanisme, les gens se rendent compte que ce qui se passe au Congo, c'est l'affaire de tous les Africains. Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique, la gâchette de l'Afrique, comme disait Alain Foucault. Le Congo, c'est le pays le plus riche en termes de ressources naturelles. Le Congo, c'est le premier poumon terrestre. Il y a assez d'eau douce pour tout le continent. Il y a assez de terres arables pour nourrir tout le continent. Et puis bien sûr, il y a les ressources minières. C'est vraiment le cœur de l'Afrique. Le cœur de l'Afrique déjà parce que c'est en Afrique centrale et de par sa richesse. Libérer l'Afrique, ça doit passer par la libération du Congo. Et à nouveau, deux personnes qui en parlent souvent, ce sont Ibrahim Traoré et Kémy Séba. Et donc, qu'on soit basé en Afrique ou en Europe, ou même aux États-Unis, dès le moment où on veut participer à la libération du Congo, il y a plein de choses à faire. Déjà, simplement en parler. Parce qu'on est encore dans un silence assourdissant des médias et de la communauté internationale. Et on n'y est toujours pas. On n'en parle pas assez. Donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, soutenir financièrement les FARDC, donc l'armée congolaise, Wazalendo, et puis les peuples qui souffrent, parce que malheureusement, très malheureusement, le gouvernement congolais a failli à sa tâche. Donc, malheureusement, c'est à nous, citoyens, de prendre la relève. C'est un scandale, mais voilà, c'est une réalité. Ensuite, il y a vraiment un travail de lobbying qu'on peut faire. Et ça, c'est plus, en effet, au niveau européen, au niveau de la Suisse, au niveau des États-Unis, pour pousser l'ONU, l'OTAN à stopper tout soutien économique, tout soutien militaire envers Paul Kagame. Et faire du lobbying, c'est quoi exactement? Du plaidoyer, donc justement, voilà, mettre de la pression. Donc par exemple, en se mobilisant dans la rue pour justement que les médias en parlent, envoyer des lettres à tous les représentants des institutions, des mémos pour leur dire voilà, on exige des sanctions, l'arrêt de tout soutien militaire, l'arrêt de tout soutien économique envers le régime meurtrier de Paul Kagame, aller demander un mandat international contre Paul Kagame, comme il y en a eu enfin un contre Benyamin Netanyahou pour le génocide dont il se rend coupable à Gaza. Et donc voilà, il y a tout ce travail-là à faire, qui à nouveau peut se faire sur les réseaux sociaux, mais qui doit aussi être fait vraiment en interpellant avec des pétitions, des lettres envoyées directement à toutes ces personnes. Et puis, comme le bon exemple que j'ai déjà cité de la Palestine, les campagnes de boycott. Il faut vraiment qu'on puisse boycotter toutes ces entreprises de la tech qui nous poussent à constamment acheter de nouveaux articles. À nouveau, le superbe exemple de l'iPhone d'Apple. Voilà, boycotter toutes ces entreprises qui vendent de la tech pas chère. Il y a tout le temps de nouveaux produits, on les vend pas cher et du coup tout le monde achète. Par exemple, on va aussi encourager à boycotter Brussels Airlines parce que leur quartier général est à Kigali, alors que les vols Le Brussels Airlines, leur quartier, à Kigali. Et alors que Brussels Airlines, une de leurs lignes la plus rentable, c'est Bruxelles-Kinshasa. Ouais. Donc c'est assez scandaleux. J'ai remarqué qu'ils font vraiment grimper les prix quand on va dans ces zones-là, quoi. Ouais. Ce qui est assez scandaleux, c'est que récemment, sur un vol Brussels Airlines, un Congolais a été vraiment violenté. Et 60 jours plus tard, il est mort. On ne sait pas exactement de quoi il est mort, mais il avait vraiment des séquelles graves au niveau physique. C'est peut-être justement le traumatisme qui a fini par le tuer. Hein. Ça, c'est une raison de plus pour nous de boycotter Brussels Airlines. Nous, avec le collectif dont je fais partie, donc je suis la responsable de Kype Belgium, donc la fameuse plateforme dont je vous ai parlé qui vient d'Angleterre et qui est derrière la campagne Genocost. Donc je suis la représentante ici en Belgique. Et j'ai aussi cofondé un collectif qui s'appelle Free Congo, avec lequel on mobilise, vraiment, on essaye de faire en sorte que les gens soient dans la rue aussi souvent que possible. Et
c'est aussi un collectif avec lequel on lance des actions de sensibilisation qui sont assez anodines, mais qui en fait qui aident beaucoup. Ça fait plus d'1 an qu'on distribue des stickers qui parlent du génocide au Congo, en fait qui ont commencé à être un peu partout et qui ont vraiment participé à la prise de conscience. Il y a beaucoup de gens qui me disent souvent j'ai vu les stickers, et qui demandent ces stickers parce qu'ils se rendent compte. D'ailleurs, j'en ai un ici, il est un peu abîmé. Ça a vraiment super bien fonctionné. On a aussi fait des tote bags avec Free Congo. Et pareil, ça marche super bien. De la sensibilisation avec des actions comme ça. Et puis bien sûr, il faut organiser des conférences, etc. À chaque fois qu'on parle du Congo, quand il y a un artiste qui vient faire de la danse, de la musique, comme par exemple le grand Fally Ipupa, parler du Congo. Il y a de nombreuses manières en fait d'agir, de mettre fin à ce génocide. Et parce que tout le monde n'a pas, par exemple, les moyens financiers d'envoyer de l'argent. Tout le monde ne peut pas, par exemple, se rendre en mobilisation, mais tout le monde peut partager, par exemple, sur les réseaux sociaux. Des gens qui sont très à l'aise avec les emails et qui peuvent du coup envoyer plein d'emails aux représentants de l'Union européenne, de la CPI, etc. Ou venir justement nous aider avec tout ce qui est stickers, tote bag, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. J'invite les gens qui regardent ce podcast à aller suivre différents comptes comme les comptes Free Congo, Kype, Genocost, etc. Qui sont vraiment des comptes qui partagent de l'actualité, mais qui partagent souvent aussi comment on peut agir. Un autre compte très important, c'est Congo Friends. Moi, c'est vraiment ces différents moyens d'action que j'ai envie de mettre en avant, de proposer. Bien sûr, aussi se tenir au courant, être informé, chercher l'info, parce qu'elle est cachée. Il faut bien chercher, malheureusement. Si moi, par exemple, je veux envoyer de l'argent pour aider dans ce qui se passe au Congo, quelles sont les associations les plus fiables pour faire des dons? Moi-même, je me suis posé la question, c'est pour ça que je me suis rendue sur place, j'ai été à Goma. Et du coup, après m'être rendue sur place, j'ai décidé d'avoir ma propre cagnotte pour la levée de fonds via mon ASBL. Mais si vous êtes en Belgique, une cagnotte que je vous encourage à choisir, c'est celle de AFEDE ASBL, AFEDE. Je partagerai le lien en description. En fonction de où les gens sont, tout ce qui est GoFundMe, c'est ce qu'il y a de plus intéressant parce que là, on peut payer de n'importe où. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer à nos auditeurs? Peu importe d'où vous venez dans le monde, que vous soyez congolais ou pas, vous avez tous, malheureusement, le sang des Congolais dans vos mains, en tenant un téléphone, en ayant un ordinateur, en ayant une télé. C'est pas pour avoir un discours dans la culpabilité, c'est plutôt pour vous faire comprendre que en étant consommateur, vous avez une responsabilité. Vous avez aussi un devoir en tant qu'être humain de mettre un stop à cette exploitation, à ces massacres, à ces viols comme armes de guerre. Et on vous a proposé ici plein de manières d'agir. Choisissez-en une ou plusieurs et rejoignez-nous dans cette lutte pour la paix, la souveraineté, l'indépendance du Congo et en particulier de l'Est. D'accord, merci Brenda pour ton intervention qui était très enrichissante et merci à vous d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker.